everyone, and welcome. Bonjour à tous. Bienvenue au caucus ouvert. Aujourd'hui, nous mettons l'accent sur les jeunes femmes et les filles qui sont dans les domaines de STEAM, sciences, technologie, ingénierie et mathématiques. Je suis Art Eggleton, sénateur de Toronto, et je suis accompagné de ma coprésidente, le sénateur Raymond Saint-Germain du Québec. Le caucus ouvert est une tribune où l'on discute des questions d'importance nationale. Cette réunion est coparrainée par le groupe des sénateurs indépendants, le GSI, les sénateurs libéraux indépendants et pour la première fois, le bureau du représentant du gouvernement au Sénat. Le sénateur Harder, le sénateur Mitchell et le sénateur Bellemare se sont maintenant joints à nous pour coparrainer cette réunion. J'espère que l'un d'entre eux viendra ici bientôt et on pourra le reconnaître. Il s'agit d'une discussion non partisane, comme toujours, et c'est ouvert à tous les parlementaires. Je signale qu'Elisabeth May est ici. Il y a d'autres députés qui pourraient venir se joindre à nous à la table, et d'autres, donc tous les parlementaires, le personnel, les médias et le grand public. Les femmes et les filles dans les domaines de STEAM continuent d'être sous-représentées au Canada. Des progrès ont eu lieu, mais c'est très lent. En 1987, 20% des gens dans le domaine de STEAM étaient des femmes, en comparaison de 22% aujourd'hui. Donc, c'est un progrès très, très lent. Les femmes qui travaillent dans les disciplines de STEAM se retrouvent de façon disproportionnée dans des rôles techniques sous-payés plutôt que dans des rôles professionnels mieux rémunérés, gagnant seulement 82% de ce que gagnent les hommes. Les connaissances et les habiletés liées au STEAM sont de plus en plus en demande dans l'économie mondiale et ça paye des revenus plus élevés en comparaison d'autres métiers. La sous-représentation persistante des femmes rend difficile de combler l'écart entre les sexes. En reconnaissance de la Journée internationale des femmes et des filles en sciences, qui sera le 11 février, aujourd'hui, nous allons explorer ce qui fait obstacle aux femmes et aux filles qui veulent étudier dans les domaines de STEAM et ce que le Canada peut faire pour assurer des chances égales aux hommes, aux femmes dans les disciplines scientifiques. D'abord, j'ai des précisions à donner ici. Le café est disponible à l'arrière de la salle. Deuxièmement, le service d'interprétation est disponible. Je m'adresse à l'auditoire ici. Les oreillettes se trouvent dans les fauteuils. Le canal 1 est pour l'anglais, le canal 2 est pour le français. Nous encourageons aussi les membres de l'auditoire à participer. Si vous voulez intervenir ou poser une question, on peut vous accorder jusqu'à 3 minutes. La coordonnatrice du caucus, Sarah, faites-le lui savoir. Elle va inscrire votre nom et va signaler à Raymond ou à moi-même. Et comme je l'ai dit, plusieurs députés pourraient venir se joindre à nous éventuellement. Maintenant, je cède la parole à ma coprésidente, la sénatrice Raymond Saint-Germain. Bienvenue, Madame May. Bienvenue à l'auditoire également. Mon collègue, l'honorable sénateur Eggleton, a fait état éloquemment de la sous-représentation des femmes dans le secteur des sciences, de la technologie, de l'ingénierie et des mathématiques. Lors de sa conférence à Montréal, lundi soir dernier, Michelle Obama a dit « Si vous voyez une table où tous ceux qui y sont assis sont de la même race et du même genre, posez des questions. » Malheureusement, dans le cas qui nous intéresse, il y a encore trop souvent des questions à poser. Nos panélistes auront l'occasion d'en soulever quelques-unes et d'y apporter des réponses, mais soyons clairs. Le Canada sera plus compétitif et plus novateur si l'on encourage les femmes à étudier et faire carrière dans les domaines des sciences, des technologies, de l'ingénierie, des mathématiques, les STEAM. Je suis extrêmement fière de côtoyer au Sénat des femmes ingénieures et scientifiques, des femmes qui ont dirigé je pense à la sénatrice Moncion qui est présente avec nous, qui ont dirigé une coopérative financière d'envergure nationale et qui peuvent servir d'inspiration pour les jeunes filles.
Cela étant dit, force est de constater que les formidables progrès que nous souhaitons voir se réaliser depuis plusieurs années se font toujours attendre. Nous savons qu'il faudra plus que des vœux pieux pour que la situation change et que les femmes puissent faire leur place dans ce milieu. Les nombreux efforts faits et les politiques publiques vont-ils dans la bonne direction? Sinon, que faut-il faire autrement? Alors ce matin, vos questions, les présentations et les réponses devraient nous aider à avancer encore. Merci. And with that, it's time to hear from. Et le moment est venu d'entendre nos conférenciers. Nous avons un panéliste qui est en chemin. Elle s'en vient. J'espère qu'elle sera ici bientôt. Ça peut être problématique ce matin. Il s'agit de Madame Caranci. Nous allons commencer donc par le premier conférencier, qui est le Dr Ismaël Mourifier, qui est professeur adjoint à l'Université de Toronto et membre du réseau d'intervention dans l'enfance précoce à l'Université de Chicago. Ses recherches portent sur la microéconométrie. Dans son récent projet, il examine pourquoi les femmes sont sous-représentées dans l'éducation et les carrières dans la discipline de STEAM et examine les politiques qui pourraient changer la situation et pourraient potentiellement réduire ou combler l'écart entre les sexes. Merci, un grand merci pour l'invitation. I am very happy of being here today to discuss about. Je suis ravi d'être présent avec vous aujourd'hui pour discuter de ces questions, la sous-représentation des femmes dans les disciplines de STEAM, qui veut dire sciences, ingénierie, technologie et mathématiques. Je vais être très direct. Je vais exposer certaines des raisons qui expliquent cette sous-représentation et ensuite je vais essayer de trouver des moyens d'y remédier. Donc, le STEAM, c'est sciences, technologie, ingénierie et mathématiques, tous ces domaines sont liés aux mathématiques. Mais il y a aussi des domaines où les mathématiques ne sont pas aussi importantes. Si l'on examine les sciences, il y a les sciences sociales, la sociologie, la psychologie, les sciences de la vie. Dans ces domaines, habituellement, les femmes ne sont pas tellement sous-représentées. Mais ce ne sont pas à cela qu'on pense en premier quand on parle de STEAM. Alors, je vais retrancher ces domaines où il y a moins d'intensité mathématique pour mettre l'accent sur la sous-représentation des femmes dans les domaines qui comptent beaucoup sur les mathématiques. Si vous examinez la page suivante, vous voyez que il y a à peu près 17% de femmes. Mais si l'on tient compte seulement des domaines où les mathématiques sont très importantes, il n'y a que 6% de femmes. Je trouve cela très faible, très bas et très inquiétant. Les hommes sont 28% dans ce domaine. Je vais voir cela sous l'angle d'un économiste. Les économistes disent qu'il y a deux principales raisons qui expliquent cette sous-représentation. D'abord, c'est ce qu'on appelle la raison monétaire. Ce qu'on veut dire, c'est que si une jeune fille observe qu'actuellement, il y a de la discrimination dans les domaines dominés par les femmes, on s'attend à ce qu'il y ait de la discrimination à l'avenir également et ça influe sur leur décision d'entrer dans ces disciplines. C'est l'une des premières raisons. La deuxième raison, c'est ce que j'appelle la raison d'opportunité. Ce sont des raisons qui n'ont pas à voir avec la rémunération, mais qui influent sur les décisions des femmes. Nous montrons que les diplômés récents au Canada ont tendance à être davantage affectés par ces deuxièmes motifs. La première raison, c'est l'anxiété mathématique.
et les stéréotypes et le manque de modèles de rôle, de modèles de comportement parmi les femmes. Alors, parlons un instant de l'anxiété mathématique. On a montré que ça influence davantage les femmes que les hommes, les jeunes filles que les jeunes hommes, surtout dans les pays occidentalisés. Il ne s'agit pas d'habileté ou d'aptitude, mais ça affecte les jeunes filles qui ne sont pas en mesure de performer selon leur plein potentiel en mathématiques. Elles essaient d'éviter les mathématiques et elles ont peur, en fait, des mathématiques. Pourquoi cela? Parce que dans notre société, nous avons peut-être trop de stéréotypes. Par exemple, une étude récente a montré que les garçons et les filles ont tendance à associer les mathématiques aux hommes, et ça influence les femmes dès le départ. Et elles ont tendance à éviter les mathématiques tout au long de leur carrière. Donc, quand elles atteignent l'école secondaire, le moment de décision, elles se dirigent dans des domaines qui sont moins intensivement mathématiques. Si l'on pose la question à ces jeunes filles, est-ce que le poste que vous occupez est celui que vous espériez? En général, parmi les femmes, ce n'est pas le cas. Ça vient du fait que depuis un âge précoce, leur perception est faussée. On les lance dans une direction, dans une orientation. On leur fait croire que les mathématiques ne sont pas nécessairement pour les jeunes filles. Il y a des politiques qui ont été discutées. D'abord, il faut lutter de manière générale contre la discrimination. Et deuxièmement, il faut légiférer pour assurer l'équité en matière d'emploi. Mais cela peut arriver trop tard. Parce que une fois que ces femmes sont entrées dans une carrière, cela ne les influence plus. Donc, il faut agir de manière à influencer les jeunes filles à un âge très précoce. Il faut insister beaucoup sur le développement. 84% de nos enseignantes institutrices élémentaires sont des femmes. Si ces femmes sont très à l'aise dans l'enseignement des mathématiques ou de l'arithmétique, cela peut influer sur les perceptions des jeunes filles. Cela peut leur donner l'impression que les mathématiques, c'est un domaine pour les femmes. Ils peuvent développer des capacités internes pour les mathématiques et ainsi elles peuvent être induites à aller dans des domaines mathématiques. Le deuxième élément, c'est une plus grande intervention dans tout ce qui concerne un âge précoce. Il faut créer plus de rôles de modèles de comportement aux jeunes filles pour leur donner l'impression qu'elles peuvent connaître du succès. Donc, il faut agir à un âge très précoce pour influer sur les mentalités. Un point important, c'est qu'il faut positionner les parents. La perception des parents influe beaucoup sur le point de vue d'une jeune fille quant à sa décision de se lancer ou non dans des domaines de STEAM. Et la dernière page, nous devons changer nos convictions parmi les enseignants et les parents et les enfants quant aux perceptions qu'ils ont relativement au STEAM. Le deuxième élément, nous devons encourager la création d'une mentalité de croissance. On croit que les mathématiques, c'est inné, mais ce n'est pas le cas. Ça exige des efforts. Le succès en mathématiques exige des efforts et il faut amener les jeunes femmes, les jeunes filles à se concentrer. Merci beaucoup pour votre temps. Certainement des questions à venir. Notre deuxième panéliste est Mme Anjali Agarwal,
qui est professeure et directrice adjointe de la faculté de génie électrique et informatique à l'Université Concordia à Montréal. Avant de se joindre à la faculté en 1999, elle a travaillé pendant 3 ans dans l'industrie des télécommunications. Madame Agarwal et les femmes de sa faculté ont formé un comité qui travaille à recruter et à garder des étudiantes dans le domaine des STEM. Leurs efforts incluent la création d'un nouveau camp d'été pour filles qui aura lieu à l'université et qui donnera chaque jour aux adolescentes un aperçu des différents domaines en ingénierie, du génie électrique au développement des jeux. Pour le génie civil, je vous conseille d'inviter la sénatrice ingénieure Rosa Galvez. Madame Agarwal a obtenu un doctorat en génie électrique et informatique de l'Université Concordia en 1996. Alors, on a très hâte de vous entendre. À vous la parole. Thank you. Thank you. Merci de m'avoir invité. Je suis contente d'être présente ici pour présenter mon point de vue sur les femmes dans le domaine de l'ingénierie. Je vais mettre l'accent sur l'ingénierie puisque je suis professeur dans ce domaine. La raison pour laquelle je suis devenu ingénieur, c'est une décision que j'ai prise en 1979 et essentiellement, c'est que mon frère était ingénieur. Moi, j'aimais les mathématiques et je me disais, s'il le fait, je peux le faire aussi. Il n'y a rien là. Donc, qu'est-ce qui s'est passé en 1979? Je suis originaire de l'Inde. À cette époque, nous étions seulement 18, soit seulement à peu près 5% des ingénieurs. Qu'est-ce qui a changé depuis? Environ 33% des femmes sont inscrites dans la mesure de l'ingénierie et de la technologie. Si on compare à d'autres pays, qu'il s'agisse de pays de l'Asie du Sud-Est, de l'Afrique du Nord ou du Moyen-Orient, il y a beaucoup de femmes qui décident de devenir ingénieurs. Alors, quand j'ai regardé les données et j'ai colligé cela sur Internet, environ 40% des femmes se trouvent dans le secteur de l'ingénierie. Mais dans les pays nord-américains, aux États-Unis, au Canada et dans d'autres pays développés, il n'y a que 17%, voire 20% de femmes qui sont ingénieurs. Alors, l'égalité sexospécifique n'est pas forcément aussi forte dans ces pays qu'au Canada et il n'y a pas de financement supplémentaire qui est octroyé par ces pays pour pouvoir promouvoir l'ingénierie. Alors, qu'en est-il des raisons? Qu'est-ce qui explique cela? Grosso modo, et là, je vais vous présenter la perspective du Canada. Alors, vous pouvez voir que les femmes représentent environ 20% des personnes diplômées de programmes d'ingénierie. Alors, il y a de la recherche, des réunions, il y a toutes sortes de choses, mais il y a quand même une sous-représentation des femmes. Et sur ces 20%, sachez que seulement 13% des femmes sont des ingénieurs professionnels. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'elles deviennent ingénieurs et elles travaillent comme ingénieurs. Alors voilà, c'est pas là la grande question. En fait, la grande question, c'est qu'elles devraient être diplômées à titre d'ingénieur et ensuite, elles vont travailler. Notre objectif, c'est d'accroître la représentation des femmes dans ce domaine d'ici 2030 et de l'accroître à hauteur de 50%. Je viens de l'Université de Concordia. Si vous me permettez, j'aimerais vous donner un exemple de ce qui se passe à Concordia. Alors, à Concordia, environ 20% des cours, et ça c'est un peu partout au Canada, environ X% de femmes se retrouvent dans le domaine. En l'an 2000, il y en avait plus, mais ça commençait à chuter. Et maintenant, ça augmente à hauteur de 1%, 2% au cours des 5 dernières années. Alors, ça n'augmente pas autant. Et la diplomation, c'est aussi une question similaire. Alors, il y a deux choses dont il faut tenir compte. Il faut attirer les étudiantes femmes
Et ensuite, il faut qu'elles restent là, qu'on les retienne. C'est important que les gens restent dans le domaine. Attirer des femmes dans le domaine de l'ingénierie. Alors, en règle générale, comme ma collègue l'a mentionné, l'image de l'ingénierie est une image qui est technique avant tout. Les gens pensent que c'est quelque chose de technique. Il s'agit de ponts, de construction. Mais en fait, les mathématiques sont là aussi. Mais on dit que c'est très orienté. Il y a eu beaucoup de problèmes pour régler il faut, notamment dans les avions, il faut déglacer, les déglacer plutôt. Il faut alors définir beaucoup de choses. Il va falloir voir qu'il y a des choses qu'il faudra changer dans les secteurs manufacturiers aussi. Donc, il y a plusieurs aspects. Il y a beaucoup d'outils ou de compétences de régler des problèmes. Et c'est à ça que les femmes pensent. C'est surtout conçu pour régler des problèmes et ils pensent que c'est seulement des ponts. C'est ça les images que les gens ont de l'ingénierie. Mais il faut changer cette image. Il faut promouvoir une nouvelle image. La nouvelle image porte non seulement sur la technologie, mais aussi sur les outils sociaux. Les outils sociaux sont très importants. Par exemple, si on est dans le secteur manufacturier, une ligne d'assemblage d'une manufacture, il faut parler de la gestion du projet, il faut parler avec les vendeurs, les contracteurs, il faut parler des produits. Il faut comprendre le côté de l'ingénierie et le côté social. Et c'est ce que nous faisons, ce que notre corps d'accréditation met l'accent sur la promotion de ces outils-là pour que les gens soient de meilleurs ingénieurs et pour aussi veiller aux côtés des affaires. Tous ces points rentrent dans ce modèle de compétences sociales. Ça s'applique aux femmes, mais aussi aux hommes. Et on ne va pas seulement faire part aux femmes, mais aussi aux hommes. C'est pour tout le monde, pour qu'ils en apprennent davantage. Les ingénieurs de l'avenir devraient partager ces points de vue sociaux et techniques. Dans d'autres pays, comme je l'ai mentionné, le ratio de femmes ingénieurs est plus élevé qu'au Canada. Comment est-ce qu'on peut l'expliquer? Eh bien, on l'a mentionné au préalable, c'est une question économique. C'est une question de salaires qui sont plus élevés. Et aussi la question du prestige. Il est très prestigieux d'être avocat, d'être un ingénieur, d'être un médecin. Alors, il faut vraiment faire la promotion. Les salaires sont élevés, les emplois sont sécuritaires et aussi les parents. Il y a les parents qui veulent promouvoir ce cadre dès le début pour pouvoir promouvoir la science et la technologie. Alors, ce que nous avons fait qu'avons-nous fait pour attirer les étudiantes femmes? À Concordia, on a fait appel au cégep, au secondaire. On leur a dit de venir à l'université pour leur montrer ce qu'était que l'ingénierie. On leur montrait des domaines différents et on voulait les amener à l'université même pour qu'ils puissent prendre une décision, prendre un choix de carrière. Au cours de ce programme-là, on a eu un camp d'été et on fournissait de l'expérience d'ingénierie concrète. Il y avait des laboratoires, des thèmes et toutes sortes de choses. Alors, j'étais ravie de voir que les étudiants étaient intéressés par cela et ils voulaient en apprendre davantage. Alors, quel type de projet y avait-il? Il y avait les projets d'ingénierie avec la création, mais aussi les applications de l'ingénierie, les applications médicales de l'ingénierie, des questions synthétiques, l'imagerie médicale, les dynamiques cardiovasculaires. Tout cela
fait partie intégrante de l'ingénierie aussi. L'énergie verte, l'énergie solaire, tout cela, le développement durable, etc. Alors, on en a parlé avec les étudiants et ils avaient hâte de revenir. Ils voulaient revenir pour en apprendre davantage. Alors, voilà ce qui les a attirés. Et aussi, l'autre pension, c'est ensuite, il faut les retenir. Une fois qu'ils rentrent dans le milieu de l'ingénierie, il faut qu'ils y restent. Et il faut qu'ils en sortent diplômés. Que faire? Il faut avoir des modèles, du mentorat, il faut avoir un réseau de soutien. Il faut que le secteur voit qu'il y a une carrière. Il faut leur montrer où est-ce qu'on embauche des femmes ingénieurs. Il faut les amener, leur donner des occasions de leadership pour qu'elles travaillent dans ces secteurs, des bourses, tout ce qu'on pourrait faire pour pouvoir les motiver à poursuivre. Je suis une femme qui travaille à Concordia à titre de professeur en ingénierie. Il n'y a que 14 ou 16 % des femmes professeurs. Alors, c'est un autre modèle qu'il faudrait promouvoir. Il faudrait accroître le nombre de femmes professeurs à l'université. Il faudrait qu'on en ait davantage à l'université, qu'on soit là dans des rôles de leadership, de gestion. Alors, mes recommandations sont les suivantes, et d'autres en ont parlé. Il faut en faire la promotion dès le début, alors dès un très jeune âge. Dans les écoles primaires, les écoles secondaires, ça c'est vraiment important parce qu'ils pourront susciter l'intérêt dès un très jeune âge, à toutes les étapes, au primaire, au secondaire, à l'université, dans le secteur. À tous les niveaux, il faudrait qu'il y ait une collaboration. Les projets devraient être initiés. Des projets, il faudrait qu'il y ait des aspects d'ingénierie. Merci beaucoup. Je vous remercie de m'avoir écouté. Eh bien, merci beaucoup. Vous avez suscité bon nombre de questions. C'était une excellente présentation. Je vais maintenant passer à Doug Dokis. Il est un membre de la nation Dokis Anishinabek dans le nord de l'Ontario. Monsieur Dokis a travaillé pendant plus de 25 ans au nom des peuples autochtones dans des secteurs publics et privés. Il a mis l'accent sur la promotion de programmes pour appuyer les jeunes autochtones. Au cours des 5 dernières années, il a été le conseiller principal du National STEM, de ce programme qui a lieu à Actua, et à titre de conseiller principal dans le cadre de cette organisation, c'est le premier point de contact pour 37 programmes universitaires et il élabore des questions d'initiative locale, des partenariats autochtones ou encore les relations avec les collectivités. Il crée des programmes pour les autochtones, les jeunes autochtones. Je vous souhaite la bienvenue. Thank you for the introduction. Merci de m'avoir souhaité la bienvenue. Honorables membres et chers panélistes, je vous souhaite la bienvenue. Je suis ravie de parler de cette question de l'importance des femmes et des hommes dans le cadre du STEM, notamment les femmes et les filles. Avant de commencer, j'aimerais prendre un moment pour reconnaître le peuple algonquin sur le territoire desquels ces délibérations ont lieu. Et j'aimerais vous dire que je ne parle pas au nom de tous les peuples autochtones du Canada, mais j'aimerais vous faire part de ma perspective. Et évidemment, je ne peux pas parler au nom de l'expérience de femmes et de filles, mais je ferai de mon mieux pour vous faire part de ma connaissance dans ces domaines. Comme on l'a indiqué dans mon introduction, je travaille pour une organisation qui se trouve à Ottawa. Elle s'appelle Actua, mais en fait, j'habite à North Bay. J'ai l'avantage de pouvoir travailler de la maison, ce qui est extraordinaire de nos jours. Actua est une œuvre caritative nationale canadienne qui supporte un réseau de 35
organisation de rayonnement de STEM qui se trouve partout au Canada. Nous travaillons avec environ 250 000 jeunes dans 500 collectivités au pays. Nous mettons l'accent sur la participation des jeunes qui sont sous-représentés dans le cadre du STEM. Nous avons atteint cela par le biais de 3 programmes nationaux pour pouvoir faire participer 35 000 jeunes autochtones, dont 10 000 filles dans des programmes spécialisés seulement pour les filles et 30 000 autres jeunes à risque, des nouveaux Canadiens et des jeunes qui font face à des défis socio-économiques de taille. Les femmes représentent moins de 25 % de la main-d'œuvre dans le cadre du STEM. Et les femmes ne représentent que 27 % de la main-d'œuvre autochtone ICT. Du point de vue social, les femmes gagnent toujours moins que les hommes et il y a beaucoup de mères monoparentales. Cela est encore plus présent dans les collectivités autochtones. Du point de vue économique, nous faisons face à des pénuries de taille en matière de STEM. Du point de vue autochtone, le Canada perd environ 27,7 milliards de dollars par année parce qu'il sous-utilise la main-d'œuvre autochtone au Canada. Afin de vous parler de la présence des femmes et des filles dans le cadre du STEM, je pense qu'on ne peut pas vraiment avoir une telle discussion sans tout d'abord reconnaître 2 points importants. Tout d'abord, les femmes ont toujours été le pilier des collectivités autochtones. 2, on ne peut pas avoir une conversation honnête en ce qui a trait à comment on pourrait encourager davantage de femmes et de filles autochtones à promouvoir l'éducation dans le domaine STEM sans se demander d'abord pourquoi elles n'y participent pas en premier lieu. Nous ne sommes pas ici aujourd'hui pour résoudre toutes les questions d'iniquité historique, sociale et économique qui ont contribué à la sous-représentation des femmes autochtones dans le secteur. Mais il y a des facteurs clés qui contribuent à la surreprésentation ou au manque de participation dans tous les secteurs dans le cadre de la société canadienne. Tout d'abord, des points de vue divergents sur le monde. Le point de vue autochtone est fondé sur le principe de l'interconnexion de toutes les choses, notamment ce qui a trait à la famille et la collectivité. L'être humain et notre relation à toutes les choses dans l'univers. Cela est notamment le cas pour les femmes autochtones qui, pendant des années, se sont penchées vers des services d'études humaines. Mais cela change au fil du temps. Les étudiants autochtones choisissent une éducation qui met l'accent sur les facteurs sociaux et communautaires qui sont liés à leur choix de carrière, alors que d'autres étudiants tiennent souvent davantage compte de facteurs économiques et prennent une carrière qui est plus alignée avec les moteurs économiques actuels. Cela semble être un énoncé très généralisé, mais dans mon expérience, la plupart des étudiants autochtones voient leur éducation comme un cheminement qui ne mènera pas forcément à une carrière, mais plutôt comme une prolongation de qui ils sont et de leurs responsabilités envers les familles et les collectivités. Deuxièmement, le système d'éducation. Le système d'éducation a historiquement été incompatible avec la vision du monde des peuples autochtones et leur façon d'être. Il a fait en sorte que les étudiants autochtones ont dû sacrifier leur identité culturelle afin de participer et d'être couronnés de succès. L'éducation autochtone a été chroniquement sous-financée sur les réserves et le système public a trop souvent enlevé les étudiants autochtones d'une possibilité d'étudier à l'université, notamment dans le domaine du STEM. Les bonnes nouvelles sont les suivantes. On commence à voir dans certains cas des changements en ce qui a trait à comment l'histoire et la perspective autochtone est présentée dans les écoles. On a encore beaucoup de chemin à faire avant que cela ne fasse pleinement partie intégrante de la narrative historique et sociale canadienne. Et il faut encore en faire davantage avant que les étudiants autochtones soient en mesure de véritablement souligner les contributions autochtones dans le cadre du Canada. Parlons maintenant des pensionnats. Au cours des 5 dernières années, les gens en ont pris davantage en ce qui a trait aux impacts dévastateurs que les pensionnats ont eus dans tous les aspects de la société autochtone. Ces impacts se retrouvent dans tous les secteurs aujourd'hui, notamment dans les secteurs de
d'aide à l'enfance et de la justice. Cela revient à ce que je vous disais tout à l'heure. Les femmes autochtones en particulier ont tendance à se diriger vers les services qui portent sur les droits de la personne ou l'éducation. Il y a un grand sentiment de responsabilité parmi les femmes autochtones et aujourd'hui, tout comme on l'a vu, les pensionnats ont obligé les jeunes enfants autochtones à sacrifier leur identité tout simplement pour pouvoir survivre. Le système d'éducation actuel fait en sorte qu'ils doivent souvent mettre de côté leur perspective autochtone lorsqu'ils apprennent. L'apprentissage, en particulier dans les disciplines du STEAM, c'est-à-dire les sciences et les technologies, fait séparer de l'être humain au lieu d'être un outil qui est l'expression et découle directement de l'expérience humaine. Nous sommes, et toutes choses sont liées. Ça inclut les sciences et la technologie. Les scientifiques le savent, cependant, ils ont énormément de difficultés à expliquer ce fait, bien qu'il y ait de plus en plus de recherches qui en fassent la preuve. Pourtant, cette connaissance de l'interrelation de toutes les choses qui figurent dans l'univers, et je soutiens que la connaissance humaine ne se traduit pas par la présence dans la classe. Imaginez si les jeunes filles et les garçons, si on leur enseignait que tout, absolument tout, ce qu'ils mangent, respirent, que tout cela est lié, et que l'action de plus grand nombre a un impact plus grand sur la planète. Peut-être qu'on verrait alors une représentation plus équilibrée dans les domaines de STEAM. Imaginez un monde où ce que nos paroles et nos actions, où nos paroles et nos actions auraient un impact direct sur notre environnement. Cela peut s'exprimer dans l'enseignement autochtone qui énonce: avant de faire quoi que ce soit, demandez-vous quelle influence cela aura sur la 7e génération après vous. La Commission royale sur les peuples autochtones a été créée par décret du Conseil le 26 août 1991 et a remis son rapport en octobre 1996. Bien que la Commission avait pour mandat d'explorer tous les aspects des relations autochtones avec le Canada, on a mis l'accent sur la participation éducative à l'instruction et le taux de diplomation. C'était il y a 22 ans. À cette époque, j'étais étudiant et j'ai participé à l'une des tables rondes d'étudiants. Plus récemment, la Commission de vérité et de réconciliation sur les pensionnats autochtones a été créée le 1er juin 2008 avec un mandat de 5 ans et était dirigée par le sénateur Murray Sinclair. Cette commission est la plus récente discussion sur les relations entre les peuples autochtones et le Canada. D'abord et avant tout, on mettait l'accent sur l'impact des pensionnats autochtones, non pas seulement sur les survivants de ces écoles, mais aussi sur l'héritage multigénérationnel. Cela comprend une participation plus faible et un taux de diplomation plus faible parmi les étudiants autochtones. Cependant, dès le début de ces discussions, il y a eu une poignée de peuples d'Autochtones au Canada qui avaient une éducation postsecondaire et encore moins dans les domaines de STEAM. Aujourd'hui, il y a des milliers de médecins, avocats, enseignants, infirmières, gens d'affaires et toute une génération de jeunes qui non seulement veulent poursuivre leur éducation, mais avec un sens renouvelé de fierté culturelle. Quand je pense à la réconciliation, je pense que autant cette commission est un élément important du narratif canadien, mais nous devons aussi comprendre que la réconciliation entre l'humanité et notre mère, la Terre. Y a-t-il une solution pour accroître la participation des femmes autochtones dans les disciplines de STEAM? Peut-être qu'il faut d'abord se demander, peut-être que nous avons toujours été là, peut-être que nous devons d'abord reconnaître cela. Les peuples autochtones ont toujours connu et pratiqué les concepts fondamentaux de STEAM. Nous avons des physiciens quantiques qui savent que les objets inanimés comme des pierres sont en mouvement constant au niveau quantique et possèdent de l'énergie dont on peut
qu'on peut harnacher et utiliser dans des cérémonies. Nous avons toujours eu des chimistes et des botanistes qui comprenaient les propriétés des plantes. Nous avons toujours eu des ingénieurs qui fabriquaient des structures extraordinaires qui durent encore aujourd'hui. Nous avons toujours eu des astrophysiciens qui connaissaient les cycles célestes des planètes et des saisons. Ces gens étaient très bien considérés dans nos communautés. On les appelait guérisseurs, chamans et raconteurs, et beaucoup étaient des femmes et des filles. Cette connaissance est aussi importante et valide que les connaissances actuelles dans les disciplines du STEAM. C'était seulement exprimé d'une manière différente, mais c'est encore reconnu et on comprenait les concepts fondamentaux du STEAM. Peut-être le moment est-il venu que les connaissances autochtones du STEAM prennent leur place. Je n'aime pas lire des notes, j'aime mieux raconter des histoires, donc je voulais vraiment insister sur 2 points. J'ai été dans l'éducation depuis 25 ans. J'ai travaillé à tous les niveaux jusqu'au niveau universitaire et essentiellement, pas seulement à titre d'étudiant, mais aussi à titre d'enseignant. Ça a toujours été les femmes qui peuplaient les salles de classe. À mon époque, il y avait 95% de femmes qui appuyaient nos communautés dans les salles de classe. Et elles sont là, elles sont présentes. Je voulais vous faire part d'une petite histoire pour établir le contexte des connaissances autochtones dans le domaine du STEAM et dans le système d'éducation. Pas nécessairement que je veux m'en prendre au système d'éducation, mais comme le sénateur Murray Sinclair l'a dit, les sénateurs d'éducation ont ces problèmes. Dans une conférence, on m'a posé la question, il y a quelques années, il y avait un physicien qui faisait un exposé. Dans son exposé, il avait une petite fille de 7-8 ans qui avait un couvre-chef autochtone et il lui a demandé. Il avait un ordinateur et un projecteur et il lui a demandé de réfléchir à des formes, des cercles bleus, etc. Alors elle avait son bandeau, elle se concentrait sur l'écran et sur les couleurs. Et quand un cercle bleu est apparu sur l'écran, tout le monde disait « Wow ». Et je savais exactement ce que c'était quand je l'ai vu. Alors j'ai levé la main et j'ai demandé à l'astrophysicien. Et il a expliqué ce moment de technologie extraordinaire que nous avions. Et je lui ai demandé, serait-il juste de dire en termes simples, pour expliquer à ceux d'entre nous qui ne connaissent pas le fonctionnement interne de cette technologie extraordinaire que nous avons créée aujourd'hui, que ce dispositif n'est qu'un amplificateur. Et il a hésité, il a dit oui. Il ne me semblait pas que quiconque comprenait vraiment ce que ça voulait dire. Donc, après coup, je parlais dans les corridors et je lui ai dit, c'est vraiment un amplificateur. C'est une technologie créée par des êtres humains. C'est créé par les rêves et les objectifs de création des êtres humains. Ça ne fait qu'amplifier les aptitudes humaines. Il a dit oui. Alors je lui ai dit, pourquoi ne dites-vous pas cela aux gens? Et il m'a regardé, il a dit, eh bien, il ne me croirait pas. Il ne nous croirait pas. Et voilà où réside le problème.
On peut dire cela des femmes et des filles autochtones. C'est là le problème. La connaissance, c'est le pouvoir. L'absence de connaissance, eh bien, c'est l'absence de pouvoir. Et c'est vraiment quelque chose qu'ont toujours su les Autochtones, et je soutiens que la race humaine l'a toujours su. C'est une prolongation des aptitudes. Si nous enseignons les choses sous cet angle, alors les filles seront plus présentes, et comme on l'a dit tout à l'heure. J'ai des enfants de 30 ans à 6 ans et ma petite fille aime les sciences et elle aime les mathématiques. Elle a 8 ans. Elle lit et elle fait tout cela. Mon fils qui a 6 ans, lui, il aime fabriquer des choses en robotique, etc. Ce sont deux manières différentes, hommes et femmes. Mais il faut les deux pour produire ceci. Dans notre système d'éducation, on a séparé ces deux dans le cerveau. On a créé cet environnement. Nous devons appuyer les deux. Donc, en terminant, et beaucoup du travail que je fais maintenant consiste à aligner les connaissances autochtones et les connaissances occidentales. C'est à double volet. Et en terminant, je dirais que, à mon avis, les enfants ne perdent pas leur intérêt envers les sciences et la technologie. Ce sont les sciences et la technologie qui perdent leur intérêt envers les enfants. Alors, je vous remercie de m'avoir donné la parole. Miigwech. Vous êtes un bon conteur d'histoires vraies. Merci. Bienvenue, Madame Beita Karansi. Nous sommes très heureux que vous ayez pu vous joindre à nous et nous comprenons votre épopée de voyage en cette magnifique saison. Alors, Madame Karansi est économiste en chef et première vice-présidente du groupe Banque TD. Elle dirige une équipe chargée de fournir des prévisions économiques et des rapports de recherche sur une vaste gamme de sujets, des nouvelles internationales aux politiques nationales. Elle surveille également les présentations économiques requises pour les exercices de réglementation au nom de la Banque TD, ce qui inclut les représentations demandées par la Réserve fédérale. Les services économiques TD analysent aussi les questions sociales et économiques qui touchent le Canada, comme la volatilité des revenus et également les entreprises autochtones. Depuis plus de 10 ans, Mme Karansi appuie avec ardeur les initiatives de la Banque sur la diversité. En 2013, elle a publié un rapport de recherche intitulé « Get on Board Corporate Canada » et a eu un rôle à jouer dans la modification de la règle de la Commission des valeurs mobilières de l'Ontario sur la déclaration de la représentation des femmes au sein des conseils d'administration ou dans des postes de haute direction. L'année dernière, Mme Karansi s'est attaquée, c'est bien le mot, s'est attaquée aux préjugés systémiques qui peuvent exclure les femmes dans le domaine des STGM, dans les établissements d'enseignement et dans les milieux de travail, dans un rapport intitulé « Les femmes en STGM, combler l'écart ». La parole est à vous. Merci. Good morning, everyone, and thank you so much for inviting. Merci beaucoup de m'avoir invité à prendre la parole aujourd'hui. Ce rapport de l'année dernière a été suivi d'un autre rapport la semaine dernière. Il y a beaucoup de questions qui ont été posées quant à la manière dont on peut aider à faciliter les femmes et les filles dans l'estime. J'ai une fille et un fils et comme d'autres parents, j'ai eu beaucoup de difficultés à identifier les recherches pour notre ère post-numérique. Bon, je vais passer brièvement en revue la situation en chiffres. La recherche nous apprend dans ces domaines et passer en revue certaines des solutions qui permettent aux éducateurs d'identifier la problématique.
Si l'on examine le taux de croissance des emplois dans les disciplines de STEAM en comparaison d'autres emplois, les femmes ont une plus forte représentation. C'est évident. Il y a un taux de croissance 2 fois plus rapide. Si on examine différents types d'emplois regroupés par... il y a 36 groupes différents et certains ont une rémunération plus élevée. Donc, si on les exclut, on continue de perpétuer ou d'amplifier l'écart entre les sexes. Donc, pour les femmes qui travaillent dans les STEAM, par opposition à d'autres secteurs où elles sont plus nombreuses, les sciences sociales, la santé, l'éducation, les femmes dans les STEAM gagnent seulement 12% de plus que les femmes qui ont d'autres diplômes universitaires. Dans l'ère numérique, ça va bien au-delà des diplômes universitaires. Nous avons besoin d'une grande aptitude des connaissances, même si l'on n'a pas de travail universitaire. On peut quand même gagner plus dans les STEAM que dans d'autres domaines. Donc, c'est plus rémunérateur. Comment cet écart entre les sexes est-il perpétué? Les femmes continuent de gagner seulement 22%, de constituer seulement 22% de la main-d'œuvre dans cette catégorie. Nous avons fait une analyse très simple. On continue de voir une sous-représentation des femmes dans les STEAM. Si ça se persiste, ça va persister, ça va faire un écart de 11%. L'une des principales motivations qui m'ont amené à examiner cela de plus près, il faut voir aussi comment la maternité aussi touche ou influe sur la carrière des femmes. C'est un autre facteur qui y contribue. En tant qu'économiste, on passe beaucoup de temps à faire des prédictions des taux d'intérêt et d'autres choses de ce genre, mais on accorde aussi beaucoup d'attention aux politiques sociales parce que c'est une très bonne manière de prédire l'évolution de l'économie. À quoi ressemble la main-d'œuvre? Quel est le potentiel de croissance et la capacité de productivité de cette main-d'œuvre? C'est donc très important d'optimiser la main-d'œuvre pour profiter pleinement des possibilités qui s'offrent à elle. Donc, nous sommes toujours conscients de la marginalisation, de la sous-représentation de certains éléments de la main-d'œuvre. Ça influe sur l'ensemble de l'économie et ça met aussi en relief le risque d'inégalité. Si l'on continue de marginaliser des éléments importants de la population qui n'ont pas des chances égales de gagner un salaire égal, et ces groupes continuent d'être marginalisés et se crée une polarisation encore accrue. C'est pourquoi, en tant qu'économistes, nous accordons de l'attention à cela, du point de vue de la politique de la banque. De notre point de vue, le risque que les gens deviennent marginalisés dans la main-d'œuvre, plus cela induit des pressions sur la formation dans le secteur public. Ce n'est pas toujours la meilleure option. On semble traiter la maladie et non pas les symptômes. Donc, on a du côté des lieux de travail, essentiellement, on peut dire, bon, il y a des groupes de rôle professionnels et il y a des groupes plutôt techniques. Dans le domaine des sciences de l'ordinateur, par exemple, un idéateur par opposition à un fabricant de robotique.
Veux-tu que je reprenne? Encore une fois, il y a un potentiel ici d'écart, de disparité à l'intérieur même des catégories. Et il faut en tenir compte quand on examine cela. Nous avons constaté ce que j'appelle des problèmes camouflés dans les domaines professionnels. Les femmes qui ont des diplômes universitaires et qui jouent un rôle technique en comparaison de leurs collègues hommes, il y a un pourcentage plus élevé de femmes qui ont des diplômes universitaires et qui travaillent dans des domaines techniques. À peu près 20% des hommes qui ont un diplôme universitaire en comparaison de 30% pour les femmes, et elles ont des salaires plus bas. Et lorsque les femmes font une maîtrise, on constate qu'elles ont plus de chances de se retrouver dans un rôle professionnel, à peu près à 78%. C'est encore plus bas que les hommes, mais c'est quand même un taux plus élevé. Nous avons constaté que les femmes, en particulier dans le domaine des sciences informatiques, il y a une surreprésentation des femmes qui ont un diplôme de maîtrise dans des rôles techniques. 80% des femmes se retrouvent dans un rôle technique, un rôle partiel, à temps partiel. Mais par contre, on voit aussi une représentation élevée des femmes qui ont une maîtrise. Il y avait davantage d'hommes possédant une maîtrise dans un rôle professionnel. Alors voilà ce que j'appelle l'écart camouflé. Si l'on fait un exercice pour cocher les cases, on trouve une représentation de 30 ou 40% des femmes dans les STEM, mais si on n'examine pas le rôle technique ou professionnel, on a peut-être une mauvaise impression globalement. Ça peut expliquer pourquoi il y a une disparité salariale. C'est ce que nous avons proposé. Il faut vraiment creuser plus loin quand on examine les statistiques. Et il y a eu une autre plainte qu'on formule souvent. On va nous dire qu'il y a un problème dans le système d'éducation. Ça, on l'a bien ciblé, mais en fait, on a déterminé qu'on allait examiner toute la recherche qui pourrait expliquer ce qu'il en était de ces lacunes. Il y a une étude qui m'a interpellée. C'est une étude effectuée par Statistique Canada qui utilisait le sondage sur les jeunes en transition. On suit des jeunes à partir de l'âge de 15 ans à l'âge de 25 ans et on regarde les choix de sélection de carrière et on compare cela à leurs aptitudes plus tôt dans la vie. Ce que ces études et des études de l'OCDE également ont trouvé, c'est que le choix d'éducation et d'université était influencé par la perception de comment on se sentait dans ces sujets. Et ils ont indiqué que les filles qui étaient très aptes en mathématiques, qui avaient dans les 95% en mathématiques, elles choisissaient quand même moins le STEM que les garçons qui avaient des notes moindres en mathématiques. Donc, j'ai trouvé ça très intéressant parce qu'on penserait que les gens vont graviter vers leurs forces. On a regardé d'autres études. Bon nombre d'enjeux proviennent de la perception et non pas de ce que la personne faisait dans la classe, leur perception de comment ils agissaient vis-à-vis de leur père. Il est assez universel de voir que les filles avaient une perception moindre. Elles étaient moins confiantes dans ces domaines-là, alors naturellement, si cela se perpétue pendant l'éducation, on ne va pas choisir une telle carrière plus tard dans la vie. Il y avait comme une autosélection qui avait lieu très tôt et je suggérerais qu'il s'agit de facteurs culturels, environnementaux qui sèment la graine très tôt. Alors, ça a été une révélation un peu pour moi, mais ça m'a permis de réfléchir davantage à ces études. Parce que personnellement, quand je pense de manière non académique et je reviens à l'histoire,
Je pense souvent aux choix qu'on a pris dans notre vie. Les choix sont comme une série de choix. Et d'une façon ou d'une autre, ce qu'on pourrait parler, c'est de ce fil doré. On a une expérience qui mène à une autre, à une autre, à une autre, qui mène à un fil doré où vous allez pouvoir prendre des choix. Et il y a une série d'expériences positives qui en découlent. Un de ces fils dorés m'est apparu en mathématiques quand j'étais en secondaire 3. Un professeur m'a montré que j'avais des aptitudes. Et puis, au fil du temps, si je pense à quand est-ce qu'on a mis l'accent sur ma confiance et sur mes habiletés et m'ont mené dans cette direction-là. Alors, ce fil doré marche dans tous les sens. Ça peut être aussi un fil teinté. Si on a des expériences négatives au fil du temps, eh bien, comme on l'a vu dans la recherche, on peut voir que très tôt dans la vie, on va dans une étude de Yale, plutôt à l'échelle universitaire, quand ils ont fait un test pour des gens qui voulaient être gestionnaires de laboratoire. Ils ont envoyé des documents en disant ils ont trouvé que à l'échelle universitaire, les professeurs choisissaient davantage les hommes que les femmes. Même quand ils avaient les mêmes compétences, ils leur donnaient plus d'occasions de mentorat et un salaire plus élevé. Imaginez qu'on passe à travers la sélection d'un choix de carrière STEM et puis ensuite on arrive dans le marché de travail. Eh bien, notre CV n'est pas aussi positif que celui de notre homologue masculin parce qu'on n'a pas eu les mêmes occasions de stage ou de promotion. Et on le voit dans le domaine des sciences. Alors voilà, ça a été un moment probant. Ça a été quelque chose qui m'a beaucoup interpellée quand j'ai étudié ce qui a été proposé par plusieurs chercheurs et par des établissements internationaux et nos propres établissements. Je vais m'en tenir là. Je vous remercie de m'avoir donné l'occasion de prendre la parole. Merci beaucoup. Je remercie les 4 panélistes. Vous avez fait part de votre expérience, votre vaste expérience dans ce domaine, ce qui nous amène aux questions. J'ai plusieurs qui aimeraient poser des questions et j'aimerais j'aurais aimé présenter un député qui était là, Jean Yip, députée de Scarborough Agincourt, était parmi nous, mais elle a dû partir. Elizabeth May est parmi nous aussi. Encore une fois, je tiens à vous dire que si vous avez des questions, si vous avez des commentaires, je vous prie d'aller devant le micro en informant Sarah au départ. Bon. Sénatrice Meiji. Pour mettre vos écouteurs, s'il vous plaît. Merci, Monsieur le Président. Je me souviens, il y a plus de 5 ans, j'ai été à une école pour jeunes décrocheurs. On m'avait demandé de venir leur parler pour les inciter à rester à l'école. Et une fois que j'ai tout expliqué, parlé et tout, bien, il y en a une jeune qui m'a dit « OK, c'est bien beau tout ce que vous me dites, mais j'ai été envoyée à mon orienteur pédagogique et il m'a fait remplir un formulaire et il m'a dit « Tu veux être docteur, hein? Mais il y a beaucoup de mathématiques hein, dans la médecine. Oh, je suis pas sûre que c'est bon pour vous. » Donc, parce que vous êtes trop douce, la fille disait, mais on me dit toujours que je soigne bien, donc que je serais une bonne docteure. Il dit, tu pourrais être infirmière si tu veux. Et là, la fille me dit, mais c'est comme ça va démentir ce que moi je viens de dire. Alors là, je me pose la question de comment on fait. Est-ce qu'il ne faudrait pas aussi agir sur les orienteurs, par exemple, les inviter au camp d'été à Concordia, par exemple, au même titre que les élèves?
Ouais. Ou refaire les formulaires en question et les adapter à la réalité du 21e siècle. Peut-être ces formulaires-là datent de très longtemps. Sorry. Okay. Donc, Professor Agarwal is getting herself set up here on. Alors, Madame Agarwal est en train de mettre ses écouteurs. Bonne question. In either language, by the way, you can answer in either. Et vous pouvez répondre dans la langue de votre choix. Commencer. En fait, vous pointez du doigt un point important qui est au niveau de l'éducation élémentaire et au niveau des choix des enfants à un âge qui est très jeune. Ce que vous décrivez, c'est la perception des enseignants, déjà qui ont une perception, qui ont ces stéréotypes qui associent les maths à ce qui est dur, okay, à ce qui est pour les hommes. Et ce comportement-là affecte énormément de travaux montrent qu'à cet âge très jeune, ce type de comportement affecte énormément nos enfants. C'est pour ça que j'ai dit il faudrait qu'on revoie notre éducation élémentaire et qu'on investisse plus au niveau des enseignants et aussi des orienteurs pour qu'ils aient une perception différente. Parce qu'il y a eu énormément de travaux qui montrent que les personnes qui orientent généralement orientent souvent même au faciès. Donc, c'est-à-dire qu'ils vont dire, vous êtes de telle communauté, vous avez une aptitude plus dans tel domaine, donc allez-y faire carrière dans ce domaine-là. Et ce type d'orientation-là est très négatif pour les enfants. Donc, les parents aussi doivent se soucier et prendre part à l'orientation de leurs enfants dès le début, dès le jeune âge. Donc, ces personnes-là, je dirais, doivent suivre des formations pour savoir quels sont les challenges de la nouvelle époque et que tous, jeunes filles ou jeunes hommes, on peut tous faire les mêmes types de carrières, dépendamment de nos habilités. Merci. Any other panelists want to respond to? Est-ce que quelqu'un d'autre aimerait répondre à la question? Si vous me le permettez, si j'ai bien compris votre question, je n'ai pas écouté la traduction, mais je crois que vous avez posé une question quant aux filles et comment il fallait changer le système d'éducation primaire. Comment vous dites orientaire? Yes, Eh bien, je crois que les orienteurs jouent un rôle très important et en tant que c'est ceux qui servent de modèle, c'est eux qui guident ces gens. Donc, il faut leur fournir une bonne formation. Et aussi, les enseignantes dans le domaine de la science doivent être bien formées. Et il faut modifier les livres, il faut changer le curriculum. Il faut qu'il soit mieux adapté. Lorsqu'on ouvre un livre, on voit que c'est un homme qui est ingénieur et non pas une femme. Donc ça, c'est une chose qu'il faut changer. Micro, s'il vous plaît. Je vous remercie de vos présentations et je comprends les défis. J'aimerais vous poser une question au sujet du recrutement et de la rétention des filles. J'ai seulement 36% des doctorats sont accordés aux femmes ici au Canada par rapport aux chiffres au Royaume-Uni où le pourcentage est beaucoup plus élevé. Je sais qu'au niveau de l'école secondaire, les étudiants doivent passer une série d'examens dans le domaine de la conception. Ça s'ajoute aux autres séances et à part les mathématiques. Donc, si on veut encourager nos jeunes femmes à se diriger vers le STEM, je me demande, est-ce que nous avons un bon équilibre de ces domaines connexes, la conception de la technologie, par exemple, ce qui peut amener les étudiants à vouloir étudier dans le STEM, mais peut-être orienter plus vers le design, la conception.
Et puis, ça, c'est la question de recrutement. Mais pour revenir à la question de la rétention, la semaine passée, j'ai parlé avec une jeune femme plutôt, qui vient de se faire accorder son doctorat dans le secteur du STEM. Elle avait fait une demande pour des bourses pour faire poursuivre son projet. Mais la semaine passée, deux hommes ont se fait accorder l'argent pour le projet. Et puis la semaine passée, elle a passé toute la semaine à contester le fait que tout cet argent allait être accordé aux deux hommes, mais c'était son idée en premier lieu. Alors, il faut, si on veut vraiment retenir les femmes, les étudiants qui ont des doctorats dans ce secteur, il faut chercher un équilibre pour qu'elles puissent poursuivre leur travail. Alors, j'aimerais entendre vos réflexions quant à la rétention des femmes et l'architecture. Où est-ce que l'architecture, comment est-ce que ça s'insère dans ce secteur? Je vais répondre en premier. Je vais répondre à une partie de votre question. 39% des femmes qui ont des doctorats la recherche nous montre que lorsqu'une femme qui termine son baccalauréat, elle est plus encouragée à poursuivre du travail dans ce domaine. Donc, c'est une trajectoire éducative très dynamique. Il faut encourager les femmes à vouloir faire les études au niveau de baccalauréat parce qu'elles vont être plus encouragées à poursuivre. On voit la même chose dans le domaine de l'ingénierie ailleurs. Il faut vraiment mettre l'accent sur le diplôme du premier cycle et pour contrer le pourcentage moins élevé. J'ai lu une étude de 2015, un rapport très intéressant. C'était une étude américaine. On a étudié on fait l'étude et on a découvert qu'il n'y avait que 12% des filles qui avaient un diplôme en sciences de l'informatique et on se demandait comment on pouvait faire pour améliorer la situation. Donc, on a changé le curriculum d'un cours pour mieux attirer les femmes. Mais au-delà de ce changement au cours, on sait d'avance que les filles au niveau secondaire n'ont pas eu le même accès aux cours plus technologiques. Donc, on a créé des cours qui... les filles devaient faire face à la situation où les garçons avaient poursuivi des cours en robotique et tout ça. Donc, comment y faire concurrence? Donc, on a créé deux volets. Un volet pour les étudiants qui avaient déjà un niveau assez sophistiqué de l'éducation et un autre volet pour ceux qui avaient une formation moindre. Donc, on a vraiment insisté sur certains secteurs où il y avait beaucoup de femmes, comme la conception du logiciel, le design du logiciel, l'élaboration des jeux vidéo. Donc, ça crée comme un pont pour les filles. Donc, il faut créer des ponts qui mènent à ce secteur. Et je crois que lorsqu'on regarde l'école Harvey Mining, on voit qu'il y a une nette amélioration des filles qui s'intéressent à ces sujets. Donc, on a vu une augmentation de 12 à 40%. Donc, cela a créé une belle expérience tangible dès le départ pour les jeunes filles, ce qui a encouragé les filles à poursuivre leurs études dans ces secteurs au niveau universitaire.
les champs de connexion. Je crois que vous avez soulevé un point très important. Il faut intégrer les deux volets de la technologie, le design et les arts visuels. À l'Université Concordia, nous avons un programme où on enseigne les arts visuels et l'ingénierie. Donc, lorsqu'on veut développer des jeux vidéo, il faut tenir compte de ces deux aspects-là. Merci. Petit commentaire. Le fait que l'intérêt, puis tout à l'heure, je pense que c'est madame qui parlait de l'Université Concordia, où vous avez un camp d'été pour les jeunes femmes et vous prenez ces jeunes femmes-là qui sont vers la fin de leur secondaire ou qui sont au cégep pour assister à un camp STEM. C'est excellent. En Ontario, depuis 2013, il y a une initiative de ce genre-là qui a été débutée, mais dans camp d'été pour les enfants. Donc, c'est justement de regarder, puis je pense que vous l'avez tous mentionné, de regarder à développer justement STEAM à un âge beaucoup plus précoce que quand on arrive au niveau du secondaire, que ce soit pour les hommes ou les femmes. Souvent, les intérêts ont déjà été identifiés, donc ceux qui veulent s'en aller dans ces domaines-là le font. Mais ce serait, je ne sais pas ce que vous pensez de vous associer à des initiatives à partir du très jeune âge des enfants. C'est une des choses. Vous, Monsieur Mourifier, vous avez parlé de l'éducation des enfants. Puis vous avez parlé d'augmenter, je crois, ou de travailler avec ceux qui donnent la formation en mathématiques. Personnellement, dans ma vie, puis j'ai travaillé dans les chiffres toute ma vie, j'ai eu 2 bons professeurs de mathématiques, seulement, sur la quantité que j'ai eue, et j'en ai eu, parce que j'ai quand même fait des études jusqu'au niveau du PhD, mais j'en ai pas eu beaucoup. Et la qualité de l'enseignement des mathématiques, c'était pas fort. Donc, votre commentaire par rapport à justement le côté mathématique, en tout cas, puis comment on peut travailler pour améliorer. Et mon 3e point, au niveau des études universitaires, tout ce qui touche la formation en mathématiques ou les mathématiques qui sont souvent utilisées comme critères d'exclusion pour que des personnes puissent être intégrées dans des cours ou dans des programmes. Et en plus de programmes d'exclusion, puis je pense que c'est le professeur Angélique, c'est-à-dire Agarwal, qui en a parlé, mais c'est dans les curriculums d'éducation. Est-ce que les mathématiques qu'on enseigne sont utilisées par la suite dans le travail que l'on fait? Il y a des secteurs où je suis entièrement d'accord, on s'en sert, mais il y a des secteurs où les mathématiques qu'on apprend au niveau des cours universitaires ne servent pas à grand-chose lorsqu'on arrive ensuite sur le marché. Donc, ça devient si vous voulez, comme je reviens à ce que je disais, les mathématiques sont utilisées pour exclure et non pas pour inclure. Alors, j'aimerais vous entendre sur, justement, ces différents points-là. Prendre le risque. Il faut faire vos calculs. Je vais avancer. C'est une très bonne question. Comme je l'ai dit au début, c'est-à-dire que si vous analysez nos différentes interventions, la problématique a été divisée en 3 niveaux. Donc, il y a Mme Karency qui a parlé du niveau de la discrimination au niveau des salaires. Il y a Angélique qui a parlé de la rétention, qui est au niveau déjà universitaire. Et j'ai parlé d'un niveau beaucoup plus bas, beaucoup plus tôt de la décision. Donc, il y a vraiment une sélection qui commence très tôt. Donc, dès le début, si on n'a pas de très bons professeurs en mathématiques, on commence à perdre confiance en mathématiques, déjà. Et déjà, on avance petit à petit. Et maintenant, on nous met les critères de mathématiques pour aller dans les filières. Et les très bonnes filières demandent des critères de mathématiques qui sont meilleurs. Mais puisque j'ai pas une bonne confiance en moi, en mathématiques, je ne choisis pas la filière. Et quand on me demande, on me dit que non, je dirais que non, je préfère d'aller en non-STEM parce que c'est ma préférence. Mais ce n'est pas ma préférence parce que ça a été déjà affecté par ma qualité en mathématiques dès le début. Donc,
je crois que le problème, pour l'analyser, il faudrait commencer à tous les niveaux. Donc, d'un premier niveau, il faudrait d'abord, au niveau des curriculums en mathématiques, essayer d'adapter la manière dont on enseigne les mathématiques. Donc, c'est vrai qu'il y a différents niveaux de mathématiques, mais il y a des maths utiles, il y a des maths qui sont à un niveau de recherche seulement, mais il faudrait pouvoir, c'est pour ça que je demande qu'on investisse beaucoup dans la formation de nos enseignants à tous les niveaux, pour essayer de développer un curriculum pour développer à un très niveau les mathématiques qui sont utiles à tous les domaines, okay, pour tout le monde, les rendre comme une matière qui est aussi aimante, comme on peut apprendre, comme tout le monde. C'est comme on avait une petite expérience où on demandait à des parents et à des enseignants d'ailleurs, pensez-vous qu'un enfant peut apprendre à lire? Ils disent oui. Mais on dit un enfant qui n'est pas bon en mathématiques, est-ce que vous pensez qu'il peut apprendre à devenir bon en mathématiques? On dit là. Parce qu'on a l'idée que les mathématiques, c'est inné. Ce qui n'est pas vrai. Il faudrait mettre de l'effort. Donc, il faudrait faire une conception à ce niveau. C'est pour ça que je crois qu'il faudrait qu'on travaille à ce niveau, qu'on améliore le curriculum, qu'on crée l'envie de faire des maths à tous les niveaux. Et ça, c'est comme les robotiques. Il faudrait qu'on les introduise à des niveaux beaucoup plus tôt. Et maintenant, lorsqu'on arrivera maintenant à un niveau où les maths on n'aura plus peur des mathématiques, ce serait beaucoup plus facile de s'orienter. Mais je suis d'accord qu'à tous les niveaux universitaires, comme à l'Université de Toronto, par exemple, on a des requirements dans toutes les matières. Et généralement, on demande des bons requirements en mathématiques parce qu'il y a beaucoup de domaines qui nécessitent au moins une bonne qualité de perception. Et les mathématiques ne sont pas seulement une manière de faire des choses difficiles, mais c'est savoir un peu le raisonnement de l'enfant. C'est pour ça souvent on s'attelle à des bonnes notes en mathématiques. Mais comme je dis, il faudrait qu'on commence à un âge plus jeune. Je suis d'accord qu'en tant qu'académique aussi, on doit revoir la manière dont on enseigne les mathématiques, okay, pour pouvoir permettre de rendre les mathématiques beaucoup plus disponibles, okay, à tout le monde. Ça rejoint un peu le commentaire de Doug à propos de ce complexe de supériorité. Souvent, en tant qu'enseignant, on se dit, si je montre que je suis très fort en mathématiques, ça montre que je suis meilleur que les autres. Ça, ce n'est pas bien. Il faudrait rendre les mathématiques disponibles à tout le monde. Et je crois qu'il y a un travail à faire à tous ces niveaux. Et je suis complètement d'accord. Merci. Mr. Doukas, Professor Doukas. Moi, je vais peut-être vous parler des choses Ça touche des points dont on parlait exactement dans les communautés autochtones depuis aussi longtemps que je me rappelle, comme le sénateur le comprend. Quand on parle de recrutement, de rétention des enseignants, les enseignants ont des difficultés, en particulier en mathématiques. Je vais aborder cela. Et aussi, pour ce qui est des camps STEAM pour les jeunes enfants. Nous faisons beaucoup de camps pour amener les enfants à conserver leur intérêt à cet égard. Et ils adorent ça. Mais nous appelons ça programmation transitionnelle. Tout le monde parle de programme transitoire, mais je n'ai pas... Moi, j'ai passé ma vie à cela. C'est une transition entre les enfants de 3 ou 4 ans et le doctorat. Et c'est un soutien permanent. Dans l'éducation autochtone, c'est ce dont on parle depuis des temps immémoriaux, quoi. Il s'agit de guider nos jeunes, nos enfants, tout au long du processus d'éducation à tous les niveaux, pas seulement de manière cloisonnée. À chaque niveau, il faut créer des programmations et obtenir des éducateurs qui comprennent cela. Et les camps STEAM, c'est vraiment là où ça se passe. C'est là que les enfants s'amusent et à ce moment-là, les enfants aiment encore les sciences. Et dans mon travail, moi, je travaille avec 37 étudiants de premier cycle universitaire qui travaillent avec des enfants dans l'ensemble du pays et partout au pays. Les enseignants sont quelque peu paniqués quant à la manière de livrer ce nouveau contenu.
cette littératie numérique, ce nouveau contenu technologique. En tant qu'ancien enseignant, je me rappelle que quand je suis arrivé, à cette époque, on utilisait des diapos et des projecteurs. On m'a remis les documents et on m'a dit, voilà, enseignez. Maintenant, je n'avais pas de formation d'enseignant. Mais voilà, on me dit, tu n'as qu'à apprendre, qu'à enseigner cela. Et après un an, j'ai dit non, je ne vais pas refaire le curriculum. Et j'ai travaillé à la formation des maîtres aussi. Et il n'y a pas de base d'expérience dans ce contenu. Ce qui m'amène aux mathématiques. J'ai parlé à beaucoup de physiciens en puissance, d'astrophysiciens en puissance, mathématiciens. Pour la plupart de ces gens, je parle de gens de première, deuxième, troisième année, souvent ils ne connaissent pas la séquence de Fibonacci. Et moi, je ne suis pas scientifique. Moi, je viens d'apprendre cela moi-même il y a 5 ou 6 ans. J'ai commencé à me pencher sur l'approche, sur la séquence de Fibonacci, c'est le premier point de départ qu'il faut apprendre à un âge précoce pour la numérologie, les nombres. Et c'est la porte d'entrée de l'ensemble du système. Il ne faut jamais oublier la séquence Fibonacci et en quoi c'est en rapport avec le monde naturel, avec tout ce qui nous entoure. Tout est fondé là-dessus. À ce moment-là, les mathématiques deviennent pertinentes pour l'ensemble du processus d'apprentissage. Et c'est l'expérience dans l'ensemble du système d'éducation. À un moment donné, il n'y a plus de pertinence, on perd le lien avec ce qui me concerne personnellement. Il y a plein de bons programmes où l'on utilise les connaissances autochtones et les mathématiques égyptiennes, par exemple, le code binaire, qui est à la base de notre technologie. On n'enseigne pas cela de manière facile. Oui. Quelqu'un d'autre? Au sujet des mathématiques, bien sûr, les maths sont importants à chaque étape de la vie. Ça permet de développer le cerveau de manière logique et de comprendre les choses de manière différente et de résoudre des problèmes avec les aptitudes acquises. Donc, c'est très important à toutes les étapes de la vie. Ce n'est pas qu'on apprend les mathématiques et on ne s'en sert pas. Non, on s'en sert à toutes les étapes de la vie par la suite. Bon, il reste 27 minutes. J'ai le sénateur Dick, Galvez, Claire Dupuis. Mais avant, je vais prendre des questions de l'auditoire, après quoi on reviendra au sénateur. Il faudra être rapide pour en terminer rapidement. La première question. La question nous est arrivée par courriel et elle est venue d'Edmonton, en Alberta. Et elle émane d'une jeune fille, d'une fillette de 9 ans qui s'appelle Sophia. C'est une jeune entrepreneur et elle défend une championne des filles dans l'estime. Comme je l'ai dit, elle a seulement 9 ans. Et elle a fondé Startup by Sophia, vous pouvez vérifier cela sur l'Internet, qui est une organisation qui crée des produits de chimie, de physique et de biologie pour aider à inspirer et à servir de leadership pour d'autres enfants dans le cadre du STEM. Donc, malheureusement, Sophia ne peut pas se joindre à nous aujourd'hui, mais je crois savoir qu'il y a des gens dans l'auditoire ici qui sont associés à cette jeune fillette. Alors, elle a envoyé par courriel la question suivante et je la lis. Il y a beaucoup de gens merveilleux et d'organisations qui font des camps et des choses pour obtenir que les femmes et les filles se lancent dans le STEAM. Le STEAM, c'est plus important qu'un simple camp. Il y a des innovateurs comme moi-même qui pavent la voie à de véritables compagnies pour avoir un véritable impact. Vous avez besoin de nous comme modèle de comportement et nous avons besoin de vous comme pour éliminer les obstacles parce que nous avons besoin d'aide.
qu'est-ce que des leaders comme moi et Anna, Lauren, Ashley et Caitlin, ce sont d'autres filles qui sont associées à elle, qu'est-ce que nous pouvons faire pour vous aider et que pouvez-vous faire pour nous aider? Je vais vous donner un tuyau, dit-elle. Tendez-nous la main parce que les décideurs politiques, les écoles, les parents et les enfants ont besoin d'exemples. Fin de la citation. Alors, c'est la question posée par Sophia. Et que répondez-vous à cela? La réponse est que je suis d'accord avec tout ce qu'elle a dit. Elle a notre soutien et le soutien de tous les enseignants à son école. Je suis d'accord avec ce qu'elle dit. Quand on a des enfants, 3 ou 4 qui excellent et qui veulent profiter des occasions et nous leur fermons la porte, nous les gardons en 3e ou 4e année. Mais dans ce groupe, il y en a toujours 3 ou 4. C'est comme ça que j'ai établi mes programmes. Je trouve ces 3 ou 4 qui excellent et je leur crée des échelons pour qu'ils peuvent gravir. Je travaille pour trouver toutes sortes de solutions de manière à influer ou encourager les filles qui veulent se lancer dans l'estime. Et l'une des choses que j'ai constaté, c'est le manque de modèles de comportement, le manque de professeurs d'université, par exemple, dans les diverses disciplines du STEM. En ingénierie, en mathématiques, le nombre de professeurs est très, très bas. Certains départements universitaires essaient d'améliorer la situation en recrutant, mais je n'ai jamais pensé d'avoir des modèles de comportement parmi les plus jeunes. D'avoir des femmes qui ont connu de succès, qui viennent parler à ces jeunes filles, c'est une chose, mais ce qu'elle dit est très intéressant. Parce qu'habituellement, les enfants sont plus influencés par leur père. Donc, le fait de voir des fillettes, des jeunes filles qui viennent à l'école pour leur dire « Voilà, je m'appelle Sophia, j'ai 9 ans et j'ai été en mesure de bâtir quelque chose dans le domaine des STEM », c'est un signal intéressant pour ces enfants et il faut profiter de ces situations. Nous devons obtenir de jeunes modèles de comportement et leur donner de l'éclat pour les amener à influer sur leur père. Inaudible. Nous avons un système d'éducation secondaire privé à l'extérieur du système public et s'il y a un problème de manque de modèle de comportement, nous créons un écosystème d'inégalité parce que les gens qui ont des parents en moyen, pour ainsi dire, qui ont des connaissances, ils obtiennent d'aller dans ces camps et ces collèges et ils peuvent éveiller leur curiosité, mais s'ils n'ont pas l'accessibilité, ce n'est pas le cas. Et si l'école est un échec, où aller? Donc c'est exactement... Elle fait exactement ce qu'elle devrait faire, c'est-à-dire être un modèle de comportement et enseigner à d'autres, de pairs, entre les pairs, on l'a dit. Mais en tant que décideur politique, il faut se demander pourquoi les parents cherchent à éduquer leurs enfants par les camps d'été davantage dans ce domaine de la robotique à l'extérieur du système scolaire. Nous devons réfléchir à cela. Bon, alors voilà les réponses à Sophia. Nous avons aussi quelqu'un qui a demandé à venir au microphone. Tima Kunla. Vous avez 3 minutes pour question. Je m'appelle Fatima. Je suis consultante indépendante. J'ai rencontré Sophia et Lauren et certaines filles et garçons qui sont mentionnés dans ce commentaire et le forum d'égalité entre les sexes qui était parrainé par le compact de l'ONU. C'était le forum, c'était l'année dernière, en octobre 2017. Depuis, nous avons travaillé avec les parents de Sophia et de Lauren
pour aider ces jeunes filles. La vision qu'ont ces jeunes filles, c'est que Sophia veut être une entrepreneure. Un jour, elle veut être novatrice et créer des produits équivalents au Canadarm, le bras canadien dans l'espace, qui fait une différence pour le monde entier. Elle travaille actuellement dans le cadre du système scolaire public. Lorraine a 12 ans et elle ne se trouve pas dans le système public. Elle est dans un système scolaire à domicile parce que le système scolaire ne l'appuie pas. Il n'appuie pas sa curiosité ou son niveau ou sa capacité intellectuelle. Elle rêve de devenir une astronaute. Elle veut représenter le Canada dans l'espace lors d'une mission. Les deux filles sont tout à fait aptes à mettre sur pied des projets et à les créer. Mais souvent, elles se heurtent à un mur quand il s'agit de foires de sciences où chaque année on leur dit qu'il faut proposer un nouveau projet. Au bout du compte, ce qui arrive, c'est que on est obligé de créer de nouveau un nouveau projet. On ne peut pas suivre les projets sur lesquels on travaille déjà. Deuxièmement, il y a un grand écart entre le fait qu'elles sont en train d'essayer d'innover et de mettre en place leurs outils. Elles essaient de les acheminer à des produits, mais en même temps, ils doivent les mettre sur le marché. Il y a donc un écart en ce qui a trait à comment on peut suivre ce processus. Les éducateurs le savent peut-être déjà. À l'échelle universitaire et dans les collèges, on reçoit le financement des gouvernements pour pouvoir faire la recherche et les projets. Mais souvent, ces projets ne se retrouvent pas dans le marché parce qu'on n'a pas la continuité. Il n'y a pas un réseautage avec les entreprises. Je vous le dis parce que en raison des objectifs de développement durable, le programme 2030 nous demande de travailler de manière interconnectée. Sur ce, j'espère que je représente bien les filles aujourd'hui. Merci de m'avoir écouté. Alors, merci. C'est un excellent suivi à la question de Sophia. Y a-t-il des observations? Très bien. J'aimerais intervenir. Il me reste qu'une dernière personne qui va poser une question. J'aimerais vous dire ceci. Excusez-moi si je prononce mal votre nom. Ritrus Sagnac. Bonjour, je suis un enseignant à la retraite. J'ai enseigné à Ottawa. J'ai enseigné les mathématiques, la technologie et d'autres programmes. J'ai été le mentor du Glebe Collegiate Robotics Team. J'ai ensuite commencé des camps d'été en matière de robotique et je suis maintenant le coordonnateur principal pour les concours de robotique. Je suis ici aujourd'hui pour vous dire qu'il faut impliquer les élèves dans le STEAM et dans la robotique. On parle aussi d'art et de mathématiques dans le biais de ce STEAM. La robotique, les chefs de robotique se trouvent au Texas et ils ont mis sur pied quelque chose. Chaque année, il y a des championnats partout dans le monde. Il y en a eu à Louisville, au Kentucky. Il y a 4 ans, c'était en Californie. J'ai été là comme bénévole et je peux vous dire que l'accent qui a été mis sur STEAM et sur la robotique et sur les équipes de jeunes, c'est une façon de faire en sorte que les jeunes femmes s'impliquent dans le STEAM. VEX a une journée internationale des filles, donc une journée pour les filles, et le 11 octobre 2018, il y aura la journée internationale de la fille. Il y a des camps, il y a des séminaires pour les filles. On invite des modèles, des mentors à venir leur parler. Ça a bien fonctionné au Canada. Cette année, il y en avait plusieurs.
Et le programme de robotique, eh bien, il y a plusieurs programmes de robotique qui font la promotion de STEAM. Ça a commencé par Dean Kamen, l'inventeur du Segway. Il a dit que la robotique, c'était une compétition sportive pour les intellectuels. Et la première compétition, c'est seulement pour les écoles secondaires, mais Vex Robotics a un programme pour les élèves de la 2e à la 8e année et de la 9e à la 12e année et à l'université. Le problème auquel on se heurte, c'est qu'on a du mal à impliquer les enfants et donner des trousses aux enfants. S'il y a une façon que l'on pourrait impliquer les écoles et voir ce qu'il en est des distances entre les écoles, ce serait important de le faire. En Ontario, en Colombie-Britannique, on a beaucoup de programmes de robotique et ce sont des programmes extraordinaires. Les enfants sont en train de construire des robots. Je ne sais même pas d'où ils ont tiré ces idées. Les étudiants s'impliquent en la matière. Ils devront les concevoir. Ils devront comprendre comment ça fonctionne. Alors, je vous donne un exemple. Au cours de mes camps d'été, pour les plus jeunes, et moi je commence avec les 2e années, ils ont créé un robot. Et tout d'abord, ils doivent mesurer ce qu'il en est de la distance avec une révolution, une rotation. Ça va, donc il y a une distance de 20 cm. Ensuite, ils disent comment on fait pour arriver à 60 cm. Ils disent qu'il faut faire 3 rotations, mais comment est-ce qu'on arrive à 70 cm? Et ils répondent c'est des mathématiques. Et je dis non, c'est pas juste des mathématiques, c'est aussi un jeu. On s'amuse. Et ensuite, ils trouvent la réponse. Il faut les impliquer à un très jeune âge. On ne peut pas attendre au secondaire, c'est vraiment trop tard. Déjà bien livré. Sénatrice Dick. Glad I didn't come right after Sophia. Je suis désolée que la sénatrice, elle s'est dû partir parce qu'on est des scientifiques toutes les deux et on aime beaucoup le système. J'ai trouvé que la réunion d'aujourd'hui était fort intéressante. C'est comme si je revoyais toute ma vie et tout ce que j'ai connu depuis la maternelle jusqu'au fait d'être nommée au Sénat. On parle d'entrave et comment on peut attirer les jeunes femmes, comment on peut les recruter et les retenir à l'université, comment est-ce qu'on peut en faire la promotion pour qu'elles deviennent aussi affluentes que les hommes. On a parlé des aspects culturels aussi. Au Canada, on se retrouve dans des programmes où on essaie de recruter activement les élèves autochtones. Je pense que les filles et les hommes, les filles et les femmes rajoutent plutôt de la valeur. Et le sénateur Motion a parlé notamment de ces questions parce que quand j'étais doyenne à l'Université de la Saskatchewan, on a identifié un cours de calculus et on a vu que c'est ça qui faisait la part des choses. On déterminait les gens et on a parlé de cette culture de mathématiques. On dit vous êtes un bon département si vous coulez le plus d'élèves possible. Bien là, on est en train de vouer les gens à l'échec au lieu d'essayer de les faire réussir et mettre sur pied l'excellence. J'aimerais maintenant vous parler de la culture. Comment est-ce que vous reconnaissez la valeur des femmes et des femmes autochtones dans le domaine de la science quand on fait face à un cas où les enseignants sont des hommes blancs, dans la majorité des cas? Comment est-ce qu'on arrive à rétrécir cet écart culturel? Il y a des programmes conçus pour les jeunes qui existent depuis des décennies. Ils sont très productifs. Mais je me demande ce qu'il en est à l'échelle universitaire. Comment est-ce qu'on peut changer les choses pour que les universités représentent la diversité du pays? Eh bien, ça revient à ce que je disais sur les enseignants à l'échelle universitaire.
Dans le cadre de mon travail, on essaie d'enseigner les jeunes, on essaie de faire en sorte qu'il y ait un lien entre la culture autochtone et la culture STEAM qui est plus occidentale. Du point de vue scientifique, il s'agit de deux visions complètement distinctes. Alors, mon travail consiste surtout à mettre l'accent là-dessus, travailler avec les enseignants, les professeurs universitaires. Et j'ai aussi mis sur pied une matrice culturelle et elle s'aligne au curriculum. On le fait un peu partout au pays. Ça s'aligne avec le curriculum du ministère. On fait des liens entre les cours scientifiques. Comme ça, les enseignants ont l'occasion, par le biais d'un questionnaire, on travaille sur les questionnaires, sur ces qualifications additionnelles pour les enseignants. Et ensuite, bon, on le voit pour l'échelle du baccalauréat ou la maîtrise. Et on espère que ça les mènera jusque-là. Alors, nos programmes sont dans les sciences, dans les universités de génie ou de sciences. La culture dans l'université, et comme on l'a vu, il y a moins de femmes professeurs dans les sciences. Il faudrait qu'il y ait des modèles. Et le problème auquel on faisait face, on avait un centre. Et la chose sur laquelle je voulais mettre l'accent, c'était les modèles en tant que conseillers. Dans le camp d'été, les monitrices étaient des femmes diplômées. Et c'est elles qui aidaient les étudiantes. Je pense que c'est vraiment important d'avoir des bons modèles. Ça accroît la participation des femmes. Dans le domaine de l'économie, eh bien, au cours de ma maîtrise et de mon baccalauréat, j'ai fait un baccalauréat double en économie et je n'ai eu qu'une professeure femme au cours de ces 6 ans. Alors, je pense qu'il va falloir qu'on demande au système d'éducation de rendre des comptes. Il doit être imputable de cela et il doit proposer des candidats diversifiés pour qu'on puisse se prévaloir de toutes ces occasions et qu'il y ait de la diversité lorsqu'il y a des occasions d'embauche. Je ne sais pas ce qu'il en est dans les universités, de comment ils déterminent ces choix, mais je pense qu'il faudrait qu'on leur demande d'avoir des résultats tangibles. La représentation de personnes selon le genre, selon la race aussi. Par exemple, les gens d'origine africaine, eh bien, il n'y en a pas tellement qui sont professeurs à mon université. Et cela a une incidence sur les gens qui ont une descendance africaine. Ils ne sont pas assez représentés. C'est le cas pour toutes les minorités. Ça crée plus de modèles parce que ça va vraiment façonner notre façon de voir les choses. Commençons avec les peuples autochtones. Il faut qu'il y ait plus de femmes à tous les niveaux de l'éducation. Il faut qu'il y ait plus de diversité partout. On a parlé notamment de Michelle Obama tout à l'heure. C'est quelque chose d'essentiel et c'est important de le voir partout. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Sénateur Joyal, je suis vraiment désolée d'être arrivée en retard. Dans ce cas-ci, il s'agit d'un virage culturel dont nous avons besoin. À partir de l'apprentissage précoce, en première année, les modèles qui sont présentés aux enfants, ce sont des modèles traditionnels où la femme s'occupe des enfants et les hommes vont se battre contre l'ennemi. Alors que le modèle culturel qui est véhiculé dans les jeux vidéo, on voit encore que la femme est encore dépeinte d'une manière traditionnelle.
Le rose, c'est pour les filles parce qu'elles sont douces. Et les garçons vont porter des couleurs plus fortes. Ils vont s'affirmer. Ce modèle de réussite que nous avions avec la gouverneure générale actuelle et d'autres femmes canadiennes qui ont réussi beaucoup de choses dans leur carrière, notamment dans le domaine de la mathématique et de la physique. C'est à la base de la société. Il ne faut pas perdre de vue qu'il y a d'autres tendances qui tirent les gens dans le pôle opposé. Ce n'est pas seulement à l'école, c'est dans la société et dans son environnement. Il y a la technologie, Internet, où on voit des modèles et c'est là où les gens déterminent leurs aspirations. Ils voient avec qui ils s'identifient. Je pense que c'est vraiment important de voir ce virage. Notre système doit fonctionner conformément à ce nouveau virage si on veut véritablement arriver à la parité et à un équilibre pour donner toutes les chances de succès aux femmes. Vous en êtes un bon exemple. Mais vous vous battez contre la rigidité d'un système qui n'appuie pas cela pour les filles. Tout comme le fait de s'occuper des filles dans un camp d'été, où on a toujours vu des femmes. On est encore en train de se battre contre le poids d'une société patriarcale. Et cela a une incidence sur la manière dont on voit l'avenir. C'est une bataille qui est très vaste. Ce que vous faites est très utile. Mais il faut vraiment penser à ce qu'on devra surmonter pour l'avenir. Ce sont d'excellents mots de la fin. Vous nous avez vraiment rendu service en nous faisant part de vos connaissances en la matière. J'ai appris beaucoup de choses aujourd'hui, tout comme mes collègues, et je vous remercie tous les 4 membres du panel. Et je vous souhaite de continuer dans cette veine. Sophia regarde et elle veut veiller à ce que les choses aillent de l'avant. Alors, je vous remercie. Est-ce qu'il y a un mot de la fin? Vous avez donné beaucoup de matière pour un suivi au niveau des politiques publiques, au niveau de l'harmonisation des politiques fédérales provinciales et aussi peut-être pour des travaux en comité du Sénat et possiblement une enquête spéciale. Alors, merci. Vous étiez très complémentaires et avec l'auditoire qui a posé des questions particulièrement intéressantes, des questions des hommes comme des femmes d'ailleurs. Je pense que nous avons beaucoup de matière pour la suite des choses. Alors, merci encore. Merci à l'auditoire. Sénateur Monson. Une dernière observation. Malheureusement, je n'ai pas été présent pendant toute la réunion, mais pendant 30 secondes, si vous me permettez, j'aimerais parler avec l'auditoire. J'étais en haut. Il y a un programme de participation avec le Sénat. Je parlais avec des élèves d'une école qui s'appelle Pioneer School. Ils étaient en secondaire 1. Et je leur ai dit, écoutez, moi aussi, je suis en train d'apprendre des choses en bas. Je vais apprendre des choses aussi. Il y avait 6 jeunes femmes sur les 19 élèves de 6e année et secondaire 1. Et j'ai dit, j'essaie de comprendre ce qu'il en est. Est-ce que quelqu'un ici sait ce que c'est le STEM? Le STEM. Et 6 mains se sont levées. Et ils m'ont tous dit, vous ne savez pas? C'est sciences, technologie, ingénierie et mathématiques. Vous ne le savez pas? Et ils sont en 6e année en secondaire 1. Et là, j'ai dit, mon Dieu, j'apprends beaucoup de choses aujourd'hui. J'essayais de combiner les deux choses parce que je sais que j'aurai la transcription. Et ils sont venus me voir, ils ont dit, est-ce que vous voulez qu'on vous en explique davantage au sujet de ce programme? Et c'est pour ça que je suis arrivée un petit peu en retard. Je suis le père de 2 garçons et je suis vraiment très heureux de mieux comprendre ce qu'il en est. Les 6e années, les secondaires 1 en savent bien plus que ce qu'on pourrait imaginer. Excellent. Alors, sur ce, la séance est levée.
Oui, très intéressant.